Merci. Alors, reprise de l'audience. Nous sommes dans le dossier de la ville de Brandsburg-Chatham du numéro CMQ 65313 concernant le conseiller M. Pierre Leclerc. Nous sommes le 20 novembre, il est 13h30 à Montréal dans la salle 24.201 sous la présidence de Mesdames Sandra Bilodeau et Madame Martine Savard. Pour les fins d'enregistrement, vous pouvez vous identifier, s'il vous plaît. Bonjour, Marc-André Lechasseur pour la commission municipale. Alors, bon après-midi, mesdames et juges administratifs, Jean-Pierre Boucher pour M. Pierre Leclerc. Bon. Durant l'heure matinée, j'ai fait les copies demandées. Alors, les originaux pour la commission. Ce sont les pièces PI 31 à PI 33. Wow, c'est ça. Mettre couché, Merci. puis mettre le chasseur. Merci. Bon. Moi, j'ai demandé un peu d'indulgence à la commission municipale parce que je suis sans secrétaire et je n'ai pas retrouvé les pièces à mon bureau. Alors, j'en ai trouvé une, en fait, qui est celle-là, qui contient essentiellement des choses qu'on a déjà, qui sont E21 à E25 et E2. Donc, si la commission me permet lundi de les transmettre à la commission, je le ferai. J'ai des copies conformes de tout, j'ai le rapport tout bref. Je n'ai pas trouvé la chose. Alors, si condamnable que ce soit, je dois l'avouer candidement et bêtement. Donc, M. Boucher, comme les pièces seront transmises après vos plaidoiries, si jamais advenait que vous ressentiez le besoin d'écrire quelque chose à la suite de ces pièces-là, bon, mais vous nous ferez parvenir ça 48 heures, dans les 48 heures qui vont suivre la réception des pièces. Est-ce que ça vous convient? Un petit mot si jamais il y a eu... Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Je veux avoir les pièces pour un dossier complet, mais je doute qu'on ait beaucoup de confrontation. Mon collègue est dans cette église. J'ai regardé ces notes de catégorie qu'il m'avait remises à papa. Et effectivement, on voit le dossier de la même façon. Alors, vous n'aurez pas une heure et demie de plaidoirie nécessairement. Je vous dis tout de suite, je vais me contenter d'élaborer sur certains aspects plus factuels, mais légèrement. Parce que, disons qu'en fait, sur les principes, mon collègue dit, j'ai remarqué qu'on avait les mêmes arrêts dans beaucoup de références. Et bon, quelques points que je vous donnerai factuellement pour juste pointer simplement. C'est bon. Mais comme la pièce, parce que la pièce, on parlait d'un rapport d'enquête, Ouais. c'est ça. Oui, ben, c'est-à-dire que ça va donner le dossier complet parce qu'on en a parlé. Alors, j'apprécierais que vous les envoyiez Bon, vous ici. les aurez lundi, c'est ça, dans les Oui, 48 heures. mais je ne vous enverrai pas de complément parce que, écoutez, je vois ça, je sais que c'est mon collègue qui vous dit ça. Voilà. À moins qu'il me dise le contraire de ce qu'il a écrit, mais ça m'étonnerait. Bon. Alors, donc, je m'arrête là, écoutez, et puis je laisse... C'est le propre des avocats de faire ça, mais dans les pièces, je les ai lues, les pièces, il n'y a rien qui va générer... Il n'y a rien qui... Non. Rien pour écrire à sa mère, comme on dit. Comme on dit, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Bon, alors l'argumentaire contient essentiellement, évidemment, j'ai pas fait un travail de moine à écrire et à écrire et à écrire et à trop écrire peut-être. Donc je le ferai demain avec ma bouche. Je tenterai de ne pas trop parler et allonger ce que je suis capable de faire, une plaidoirie, et aller directement à la jugulaire, comme on dit en chinois. Le dossier, je l'ai séparé en amont. Lorsqu'on a commencé, j'ai séparé la plainte en quelques différents volets. Vous vous souviendrez que je vais la reprendre. Il y avait essentiellement de mémoire. Alors, il y avait 4 ou 5 volets, et lorsque vous irez au cahier à mon argumentaire écrit, vous verrez, si ce n'est pas déjà fait, qu'à la page 4, je commence à diviser. Bon.
si on veut, les quelques commentaires que j'ai faits en fonction de la division d'origine de l'annexe B de la plainte, qui contient une trentaine de paragraphes. Je vais vous épargner le processus d'enquête de la Commission municipale du Québec. Je pense qu'on a une certaine familiarité maintenant avec ça. Et passer directement à la toute fin, en fait à la page 3, à la toute fin de cette section-là, qui contient somme toute un énoncé qui a été repris à plusieurs reprises par la Commission municipale et qui mérite peut-être d'être répété en exergue juste avant de commencer à discuter du dossier plus amplement, à l'effet que la preuve obtenue, là, puis là je suis quasiment gênant de le dire parce qu'évidemment c'est des concepts qui sont hyper connus de la Commission municipale, mais la preuve obtenue doit être claire, précise, sérieuse et sans ambiguïté. Donc ça c'est le moteur ou la matrice, si on veut, de notre réflexion aujourd'hui et de l'argumentaire qui va suivre. Je vous dis d'emblée la position que je prends en tant que procureur de la Commission municipale. Je vais vous exposer des arguments qui ne soutiennent pas la plainte qui a été déposée par M. Riendeau. La Commission verra, évidemment, à juger si mes arguments ont une certaine portée. Mais en divisant la plainte selon la division d'origine, je vais vous parler des motifs pourquoi je pense que cette plainte-là, qui, de prime abord, à sa lecture, semble assez accablante, ne mérite pas, selon moi, de donner lieu à un blâme pour M. Leclerc. Prenons-la par le début. Le volet 1, je suis à la page 4, sous le titre « Conflit d'intérêts ». Le volet 1 vise les paragraphes 1 à 9 de l'annexe B à la plainte. Et ça va, maître? Oui? Ok, parfait, vous m'avez regardé avec un air dubitatif. Non, donc, j'essayais de voir si mes notes concordaient. Écoutez, la plainte, ça va. J'avais fait des petites notes manuscrites dans la plainte, comme vous pouvez voir. Alors, j'ai repris cette division-là. Vous me corrigerez si je fais erreur. Donc, 1 à 9, ça vise des déclarations d'intérêt pécuniaire qui ont été déposées par M. Leclerc et qui contenaient, à certains égards, des ajouts, on pourrait dire vertueux, dans le fond, une résidence dont il n'est plus propriétaire, et des mentions de certaines compagnies numéros qu'il détient. Je ne parlerai pas des déclarations plus longuement parce que la preuve à cet effet-là échappe au contenu du Code d'éthique qui ne parle ni de près ni de loin des déclarations d'intérêt pécuniaire comme étant un sujet visé par le Code. Donc, la loi sur les élections en traite. S'il y a une problématique de cette nature-là qui doit être traitée, ce sera sous les recours de 300 et suivants, mais à la lumière du Code d'éthique, il n'y a aucune mention, ni aucune référence aux déclarations d'intérêt pécuniaire, ni aux articles de la LERM qui pourraient par osmose ou par renvoi s'appliquer. Donc, je pense que les paragraphes 1 à 9 ne soutiennent rien qui mérite d'être pris en considération par la Commission municipale du Québec. Je vais faire de... bon, je pensais qu'on se savait tous de l'eau en même temps, mais bon, je vais... Je vous rappellerai pour la forme que la plainte est déposée, et je comprends qu'on n'est pas nécessairement limité à ça, mais vise plus particulièrement les règles 4.1, 4.2 et 4.3 du Code d'éthique. Donc, sur les déclarations d'intérêt pécuniaire, c'est tout ce que je dirais. Au niveau du volet 2, maintenant on rentre dans le vif du sujet, on est dans la sucrerie. Ce sont les paragraphes 10 à 18 et 24 à 26. Donc, essentiellement, ce qu'on reproche à M. Leclerc à cet égard-là, c'est d'avoir fait deux choses. Et c'est pas exactement représenté comme tel, mais bon. La première des choses, c'est d'avoir sollicité une compensation financière pour la vente de terrains municipaux auprès des frères Descostes qui ont succédé ni plus ni moins à M. Robert Vigée, et d'avoir utilisé ce poste-là, cette charge-là à la municipalité pour menacer les frères Descostes de pouvoir obtenir les permis de développement, de construction, de lotissement qui seraient nécessaires
pour procéder à leur développement immobilier. Donc, ces deux aspects-là. Première des choses, l'intérêt personnel eu égard à la participation potentielle de M. Leclerc dans la sucrerie. Il y a eu un contrat verbal qui serait intervenu entre M. Hébert et M. Leclerc. M. Vigée, lui, dit qu'il n'était pas au courant, pas au fait de ça. Il suppute un peu que M. Hébert aurait eu un side deal, comme on dit en chinois, avec M. Leclerc. Ce qui semble, depuis les courriels, textos de M. Leclerc, de par son implication, son enthousiasme à récolter son argent, ce qui semble être quelque chose, effectivement, qu'il n'a pas imaginé. Cela étant dit, cette participation-là ne m'apparaît pas pertinente au dossier. C'est-à-dire que, d'une part, si elle existe, elle est antérieure à l'élection de M. Leclerc à titre de conseiller municipal. C'est le premier aspect. En second lieu, elle est largement antérieure à l'adoption et à l'entrée en vigueur du code d'éthique de la municipalité, qui, si je ne m'abuse, est entré en vigueur en février, le 17 janvier 2014. Mais on parle du premier ou du deuxième? On parle du deuxième. Le premier, lui, datait de fin 2011, de mémoire. Alors, le premier serait entré en vigueur. Excuserez. Je n'ai que l'avis de motion le 5 octobre 2011 et. Bon, je n'ai pas la date d'entrée en vigueur du premier sur ce document-là, ne bougez pas. Est-ce que ça pourrait être sous l'égide du premier, qui a comme une continuité avec le deuxième aussi? Écoutez, on a des codes d'éthique ici qui sont, je vous dirais, relativement sobres, pour dire le moins. Excusez-moi, je vais le faire. Voilà. Bon. Je vous répondrai par la négative parce que le code d'éthique d'origine était quasi identique au second, tout en étant un petit peu moins extensif, je vous dirais, sur certains aspects. Alors, en tout cas, eu égard à nos articles à nous et aux références à la loi sur les élections et référendums, c'est la même chose. Il y a un ajout qui mérite d'être souligné dans les valeurs, c'est-à-dire qu'à la toute fin des valeurs... Vous êtes dans le deuxième ou le premier? Je suis dans le premier, pardon. Je compare les deux rapidement, là. Dans le premier, il y a une chose qui ne se retrouve pas dans le second. Et c'est la référence à la toute fin de l'article sur les valeurs. Et, ce n'est pas paginé, alors c'est... Bon, juste avant l'article 4, là, des règles de conduite, bon, il est écrit la phrase traditionnelle, là, les règles prévues au présent code d'éthique et déontologie ont pour objectif de prévenir notamment, vous avez 1, 2, 3. Le 1, c'est les situations d'intérêt personnel. 2, c'est les 304 et 361 au niveau des contrats. Et 3, c'est la malversation. Favoritisme, malversation, abus de confiance ou autre inconduite. Et si je ne m'égare, ce n'est pas contenu. Non, excusez-moi. C'est mon erreur. C'est identique. Mais excusez-moi, ça m'avait échappé. Je pensais qu'il y avait une différence de langage, mais il n'y en a pas. Bon. Alors, je reviendrai à la malversation un peu plus tard. Si je reprends où j'étais au niveau de l'intérêt, je dirais dans un contrat ou l'intérêt pécuniaire de M. Leclerc, bon, d'une part, il date de bien avant, je vous dirais, son élection en titre de membre du conseil municipal et son assujettissement à l'un ou l'autre des codes d'éthique de la municipalité. Première des choses. Deuxième des choses,
l'intérêt qu'il possède n'est pas dans un contrat avec la municipalité. Donc, il a un intérêt de nature privée avec un ou potentiellement 2 partenaires dans un immeuble qui sera éventuellement acquis par quelqu'un d'autre que ses partenaires. Donc, l'intérêt qu'il a eu à une époque donnée ne s'est jamais cristallisé, je vous dirais, mais là n'est pas le test. Le fait qu'il ait un intérêt potentiel peut être suffisant en matière de conflit d'intérêts, en matière à tout le moins d'éthique, mais son intérêt ne s'est jamais cristallisé parce que l'immeuble n'a jamais été vendu à ses partenaires. Et voilà. Donc, intérêt pécuniaire, je voudrais, antérieur à son élection, antérieur à son assujettissement au code d'éthique municipaux. Il n'a pas un intérêt dans un contrat avec la municipalité. Cet intérêt-là ne s'est jamais cristallisé de facto. Et, chose importante, l'article 305, 5.1 de la loi sur les élections et référendums, qui n'est pas repris dans le code d'éthique. 305, vous avez dit? 305, paragraphe 5.1, c'est ça, qui est un ajout qui a été fait à la loi. On note que l'intérêt qu'on peut posséder dans la vente ou l'aliénation d'un immeuble et des conditions non préférentielles, donc on ne caractérise pas savoir si c'est l'acquisition par l'élu, la vente par l'élu, l'achat par l'élu, ou si c'est vers la municipalité. Donc, c'est la vente, l'aliénation à des fins non préférentielles d'un immeuble. C'est comme ça que l'article, le paragraphe 5.1 se lit. Donc, ce n'est pas réputé de détenir un intérêt dans un contrat, l'élu qui, là, je ne sais pas la bonne phrase, mais est impliqué dans un contrat dont l'objet est la vente, l'aliénation des fins non préférentielles d'un immeuble. Donc, lorsqu'on lit l'article, on voit qu'à la différence de ces exceptions qui précèdent, on ne parle pas de l'élu qui vend ou de l'élu qui achète. On dit juste une vente ou une aliénation. Donc, vers la ville ou vers l'élu. Donc, dans la loi sur les élections et référendums, on permet aux élus municipaux de vendre leur immeuble à la municipalité et on permet à la municipalité de vendre ses immeubles aux élus municipaux. C'est exactement la cause que vous connaissez à Saint-Augustin, qu'on plaide en décembre. C'est le même contexte, sauf ici, la périphrase de 5.1, c'est à des fins non préférentielles. Donc, dans la mesure où la vente se fait vers la ville ou vers l'élu à des fins, selon le fair price, comme on dit, ou à une juste valeur marchande, ou à un juste prix, c'est le juste prix, je pense que la Cour d'appel utilise dans l'affaire Pincourt. Donc, quand c'est fait à un juste prix, l'affaire Pincourt qui date de cette année, là, c'est correct. Il n'y a pas de subvention indirecte, il n'y a pas d'avantage comme indirect au bénéfice de l'élu. Donc, je vous dirais que le Code d'éthique ne réfère pas à 305, mais le Code d'éthique réfère à 304 et 361 lorsqu'il dit que les règles doivent être interprétées à la lumière de 304 et de 361. Par référence nécessaire, 3.5 vient alléger 304. Il faut forcément le considérer comme étant un article qui doit éclairer la commission municipale dans son appréciation d'une contravention potentielle à 304. Donc, je vous dirais que 305, personne n'en parle dans le papier, mais dans la vraie vie, considérant que le législateur considère que 305 est un allègement, dans le fond, de 304, le code réfère à 304 comme tous les codes d'éthique à peu chose près, il faut bien considérer 305, je pense, dans notre lecture de l'intérêt que M. Leclerc aurait dans un contrat. À la lecture 305, on considère que ce type de contrat-là, c'est correct pour un élu d'en avoir un, dans la mesure où il n'a pas un kickback, dans le fond, ou un avantage du fait du contrat. Bon, ici, il n'y a aucune preuve, d'aucune façon que le prix n'était pas le bon, n'était pas le mauvais, que M. Leclerc aurait eu un avantage dans ça, dans la mesure où ce contrat-là aurait été conclu avec la municipalité, ce qui ne s'est pas avéré. Donc, il y a eu un contrat avec la municipalité, mais via les frères d'Écosse. De là, son enthousiasme à aller chercher l'argent où elle se trouve, là, auprès de M. Vigée, puis auprès de M. Leclerc, auprès de M. Hébert, et finalement auprès des frères d'Écosse, ultimement. Se trouvant, dans le fond, dépouillé de ce qu'il considère être sa juste
participation dans un contrat qui a avorté à toute fin pratique. Il a eu un intérêt dans un contrat. Il a eu un intérêt privé dans un contrat. Ce contrat-là est mort au feuilleton, quelque part, vraisemblablement en décembre 2013. Bon, est-ce qu'il est coupable maintenant d'avoir eu un intérêt de cette nature-là entre le 3 ou le 4 novembre 2013 et le jour où l'acte de vente a été signé, le 6 décembre 2013? Je vous dirais que pour avoir un éclairage sur ça, il faut lire l'article 4.2, le troisième boulet du Code d'éthique, qui nous dit, sous le titre « Avantage », il est interdit à toute personne, là je passe le premier boulet, le deuxième, qui sont les avantages, dans le fond, on parle essentiellement des pots de vin ou des avantages qu'on reçoit pour prendre une décision donnée. Et là, à toute fin, dans le troisième, en fait c'est infini, là, le paragraphe dit, la personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $, ici il y avait manifestement un avantage qui allait bien au-delà de ça, là, et qui n'est pas de nature purement privée. Dans le contexte où il y a un contrat qui existe, qui est antérieur à l'élection de M. Leclerc, j'aurais tendance à penser qu'il s'agit d'un contrat ou d'un avantage qui découle d'une situation qui est strictement privée et qui lui appartient dans sa vie propre, en fait, en tant que personne qui vit à Brownsburg-Chatham et qui a de l'ambition à titre de faire développer le territoire de la municipalité. Bon, je dois faire preuve que M. Leclerc a fait preuve, je pense, d'une candeur spectaculaire dans la gestion de son contrat avec ses amis qui, manifestement, avaient des mœurs qui, en tout cas pour un, à tout le moins, ont donné lieu à son emprisonnement. Le second, on peut présumer qu'il est de la même trempe, mais, cela étant dit, c'est plutôt un commentaire éditorial. Mais de faire des choses ainsi, peut-être que dans un certain milieu, c'est commun. Dans un milieu un peu plus, je vous dirais, régulé comme le nôtre, ça soulève des doutes quant, finalement, à la rigueur des gens qui sont partis à l'entente. Alors, bref, il s'est fait fourrer, disons-le candidement. Je pense qu'il est d'accord avec ça. Mais il s'est fait fourrer avant, je pense, d'être élu municipal avant tout. Et ça, c'est son intérêt privé dont il a été privé, je vous dirais. Alors, un intérêt privé qui a été foulé du pied, essentiellement. Donc, je ne veux pas défendre les gestes de M. Leclerc, et ce n'est pas d'aucune façon l'intention du procureur de la commission municipale, mais lorsque je regarde ça, je me dis qu'à titre d'élu qui arrive en poste avec un intérêt privé, dans un contrat privé, qui va éventuellement donner lieu, vraisemblablement à une transaction avec la municipalité qui soulève des questions, il ne s'est jamais rendu là, considérant qu'en décembre, la transaction a avorté en ce qui concerne ses propres intérêts. Il ne semble pas être intervenu entre la période de l'élection et la période du 6 décembre 2013 auprès de la municipalité, à tout le moins, pour obtenir le contrat. Et même s'il l'avait obtenu, je pense que sur 305 5.1, à moins qu'il y ait une preuve de conditions préférentielles, il n'aurait pas été assujetti à un blâme particulier du fait qu'on tolère que nos élus achètent et vendent des immeubles à une municipalité, à celle dont ils sont les conseillers municipaux. Donc, j'ai beaucoup de difficultés, sous cet angle-là, à voir en quoi sa participation à un contrat privé antérieur, une fois qu'il est devenu élu, et qu'on lui permet, par la loi, d'avoir un intérêt dans un contrat de vente et d'achat d'immeubles avec la municipalité, il serait, à partir du 3 novembre, un élu qui a un contrat coupable. Je pense qu'on doit distinguer cette situation-là du cas de Baie-d'Urfé, notamment. Et j'ai cité quelques extraits du dossier de M. McHugh à Baie-d'Urfé, dans le contrat de déneigement, où c'est un cas typique, le gars est le déneigeur de la ville, il devient conseiller municipal et il a un contrat avec la municipalité. Ça, c'est un contrat de service. Il n'y a pas d'exemption ou d'exception par rapport à un tel contrat. Un contrat immobilier, c'est pas la même chose. À tort ou à travers, on permet des ventes. Et la méthode de calcul qu'on utilise, c'est à savoir, les ventes sont autorisées. Maintenant, est-ce qu'il a eu un avantage du fait de son statut lors de l'acquisition de l'immeuble ou non?
Alors, c'est pour ça qu'à ce titre-là, je n'y vois pas, depuis le début, pour être honnête, une problématique particulière. Elle aurait pu naître, je pense, si on considérait qu'il était intervenu maintenant, à titre de membre du conseil municipal, pour menacer les frères d'Écosse de bloquer l'émission des permis de développement, de construction, à titre de moyen de vengeance ou de contrainte pour obtenir son dû. Bon. Outre que c'est probablement un geste quasi criminel, ou je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais vous savez, ça relève peut-être de l'extorsion, ça relève de la menace, à tout le moins. N'étant pas un criminaliste, je ne m'avancerai pas, mais je pense que c'est quelque chose que notre société sanctionne. La preuve qui est devant vous, c'est que vous avez deux gars, les frères d'Écosse, qui, je dois vous dire bien candidement, sont probablement pas des fanfarons, mais sont nous témoigner avec vous, devant vous, un peu de manière sinon légère, sinon abstraite, et viennent vous dire que la pièce que Stéphane a signée ne relève pas de lui. Elle a été écrite par quelqu'un d'autre. C'est peut-être son frère qui a eu connaissance de ce qui est à l'intérieur de la lettre en question. C'est fait à la demande de quelqu'un de la SQ ou d'un ex-agent de la SQ. Et tout ça est teinté d'oubli, teinté de semi-vérité ou de souvenirs semi-enfouis, je vous dirais. C'est extrêmement étrange. Et le frère, le lendemain, se montre plus hostile que d'autres choses à répondre aux questions de Maître Boucher, alors qu'il n'est là que pour venir, je pense, compléter le témoignage de son frère de la veille. J'ai beaucoup de misère à considérer les témoignages des frères d'Écosse comme étant des témoignages crédibles. Et en même temps, ces gens-là n'ont aucune implication dans le dossier, sinon qu'ils sont ceux qui ont acheté l'immeuble. Ils ont signé une déclaration, Stéphane, a signé une déclaration qui dit des choses très graves, somme toute, quand même. Il aurait été victime de menaces, il aurait été victime d'une tentative d'extorsion. Tes permis ne seront pas émis, Monsieur d'Écosse, si tu ne me paies pas. Et lorsqu'il vient vous dire dans la boîte que c'est peut-être pas lui qui s'est fait dire ça, c'est peut-être son frère, et son frère de dire que c'est peut-être l'autre frère, dans le fond, ces témoignages-là sont fantastiques d'ambiguïté, je vous dirais. On a besoin, je pense, d'avoir une preuve claire qu'il y a eu des menaces. Et s'il y en a eu, elles ne sont à tout le moins pas clairement démontrées. C'est pas faute d'avoir essayé, je pense bien, mais personne n'est venu dire clairement que ça avait été le cas. M. Vigée vous dit, ce matin, dans ma lettre, moi, j'ai dit ce que les frères d'Écosse m'ont dit. C'est le point 4 de sa lettre, à l'effet que les permis seraient bloqués. Donc, écoutez, on tourne en rond, essentiellement. Nous avions dans la boîte la meilleure preuve. Les deux frères, ils se sont lancés la balle, puis ma mémoire peut me faire faux bon, mais ce que j'en retiens, c'est qu'ils se sont lancés un peu la balle, l'un et l'autre. Le premier n'étant pas celui qui gère les relations extra-papier, et le second étant manifestement celui qui a une personnalité plus extravertie, qui gère les relations humaines, si on veut, et qui n'est pas clair à savoir s'il a été victime de ça. Donc, je vous dis qu'il y a une présomption, une possibilité, mais elle n'est pas au niveau du standard, je pense, qui est nécessaire pour rencontrer la prépondérance ou l'importance de la preuve claire qui doit vous être présentée. Ce qu'on retient également, c'est que le maire Riendo a mandaté une firme privée, M. Baron qui est là, qui n'est pas coupable de rien, c'est entendu, en fait partie, et fait sûrement un très bon travail, mais on peut penser que l'article 52 de la loi sur les cités et villes a été interprété par le maire d'une façon assez libérale, et on a appris de manière un peu surprenante, quand M. Tousignan témoignait, vous ajoutez la question en réplique qui nous brûlait tous un peu les lèvres, je pense. Puis, lorsque je lui ai demandé, vous donnez un mandat à quelqu'un d'enquêter sur quelqu'un. Tu sais? Et il nous a répondu oui, absolument. Le maire m'a donné le mandat et j'ai retrouvé les pièces qui étaient bien classées. Je vais les chercher au bureau, elles sont là, donc je vous les produirai avant de terminer. Et le mandat est donné au directeur général par le maire, et le mandat que le DG donne à M. Baron est tout aussi obscur que celui qu'il reçoit. Donc, je vais vous lire le mandat que M. Tousignan donne à la firme Abfacto. La patente confirme que nous avons mandaté M. Claude Baron de la firme Abfacto afin de réaliser une vérification interne de nature strictement confidentielle.
Nous demandons donc à tout le personnel et à toutes les personnes qui seront rencontrées par M. Claude Baron de lui accorder leur entière collaboration quant à la réalisation de son mandat. Et là, vous avez le mandat en question. Vous avez la lettre également du maire à M. Tousignan. M. Tousignan, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés à l'article 52 de la LCV, pouvez-vous voir à ce que soit mandatée la firme Ad Facto pour effectuer un travail de vérification interne de nature strictement confidentielle que je vous expliquais verbalement. Le mandataire devra débuter l'exécution de son mandat dans les meilleurs délais. Il devra vous remettre un rapport final sur l'enquête qu'il aura menée. Bon, alors, vous avez le descriptif de la firme Ad Facto qui est ici, et c'est tout. Donc, on s'entend qu'on n'est pas, qu'on est dans quelque chose d'abstrait. On fait référence à l'interrogatoire principal par M. Riendeau, des enquêtes de la SQ. Et, vous savez, ce genre de témoignage-là où par induction, on salit la réputation des gens, littéralement. On peut dire ça de n'importe qui. Hein? Vous savez, les enquêtes, c'est privé, c'est pas connu. L'enquêté ne sait même pas qui est enquêté la plupart du temps. Et on vient dire un témoignage enregistré devant un tribunal. Je ne peux pas vous en dire plus long, il y a une enquête de la SQ, c'est confidentiel. Et monsieur reçoit une lettre qui lui dit « Non, c'est terminé ces choses-là. » Je trouve ce genre de témoignage-là, et c'est pas ma tâche de les évaluer, direz-vous, je trouve ça très particulier, qu'on se permette des inductions de cette nature-là, qu'on aille si loin, bien au-delà de la plainte, pour tenter de gagner son dossier. Et moi, je ne suis pas là pour le gagner ni le perdre, mais le témoignage de M. Riendeau là-dessus m'a rendu particulièrement inconfortable, je vous dirais. On peut faire dire n'importe quoi à la police, puis au rapport de police, puis aux plaintes qu'on dépose à la police, alors que peut-être qu'il y a matière à, ce qu'on a aujourd'hui dans la lettre de la SQ, c'est qu'il n'y a pas matière à, eu égard à ces aspects-là, à tout le monde. C'est un commentaire éditorial, mais bon, et croyez bien que je ne donne pas le bon Dieu en confession à M. Leclerc, que je ne connais pas, et je ne sais pas dans quel milieu il vit, ni il gravite, ou s'il y a quelque chose de... mais ça ne nous concerne pas. Donc, eu égard aux menaces, je pense que les gens en ont parlé, mais en filigrane, je pense que les filigranes n'est pas suffisant pour arriver à appuyer la plainte, qui se voulait beaucoup plus incisive que la plainte qu'on a devant vous. Et l'incision prenait la forme notamment de 2 lettres communiquées par les 2 principaux témoins sur cet aspect-là. Soit M. Descostes, qui vient vous dire, lui, que c'est probablement son frère qui a eu cette conversation-là, qu'il a signé une déclaration qu'il n'a pas rédigée lui-même, et M. Vigée qui vient vous dire qu'il a écrit quelque chose pour se débarrasser du maire, dans le contexte où lui-même s'en allait en prison, et qu'il voulait probablement, c'est ce que j'en comprends, alléger un peu l'atmosphère dans ce contexte-là, et se débarrasser d'une problématique qui, probablement, que dans la conversation qu'il y avait avec le maire, était question de l'enquête de la police. Hein? C'est ce qu'il dit. Et je comprends qu'il y avait probablement la police aux trousses, déjà. Si j'avais été lui, je pense que j'aurais voulu moi aussi me débarrasser des scories qui circulaient à proximité de ma responsabilité. Donc, à tout le moins, là-dessus, rien de bien intéressant, à mon avis. Eu égard aux demandes d'accès à l'information, on arrive beaucoup plus loin. Bien, je vous passe les autorités, évidemment, à cet égard-là. Eu égard à la demande d'accès à l'information, c'est le volet 3 de la plainte, les paragraphes 19 à 22. On tente de lier les demandes d'accès à l'information de M. Leclerc au fait qu'il a un intérêt dans un terrain et qu'il tente de savoir combien, si la vente a eu lieu d'une part, et confirmer qu'il pourra toucher la somme de 70 000 à peu de choses près. Il l'a dit candidement à Mme Milo, je vais avoir mon argent. Il l'a dit à M. Tousignan, je vais avoir mon argent, à peu près 70 000 il s'en cache pas. On peut penser qu'il y a une sorte de candeur dans ça, de toute évidence, mais dans la limite, pourquoi s'en cacher dans la mesure où c'est un contrat qui est antérieur à son élection, et il considère qu'en tant que courtier privé, dans une transaction privée, il aurait eu le droit de toucher la somme qui avait été négociée. Ça, c'est le débat qu'on vient de faire. Au niveau de l'accès à l'information, on tente, je pense, d'induire que ces demandes d'accès à l'information-là sont non éthiques dans la mesure où elles se situent dans un objet qui ne l'est pas lui non plus. Les demandes d'accès à l'information
il n'y a pas d'éthique ou de non-éthique eu égard à ça. L'article 9 de la loi, vous le connaissez aussi bien que moi, sinon bien mieux, donne droit aux documents qu'il demandait. Ce ne sont pas des documents qu'il obtenait frauduleusement du fait de son statut au sein du conseil municipal. Ce sont des documents publics, page de signature de l'acte de vente. Et l'acte de vente, il n'y a rien de là qui mérite d'être discuté. Et dans la mesure où le Code d'éthique prévoyait quelque chose de particulier à cet égard-là, ce qui n'est évidemment pas le cas parce qu'il ne peut pas amender, je pense, la loi sur l'accès à l'information, il n'y a rien à retenir de ça autre qu'une odeur. Et l'odeur qu'on en retient n'est pas une preuve claire qu'il y a eu contravention au Code d'éthique ou à l'un ou l'autre des articles 4.1, 4.2 et 4.3. On parle de Facebook maintenant, qui est le volet 4 de la plainte, excusez-moi, ça se trouve être le paragraphe 23 de la plainte. Paragraphe 23, c'est le... Je vais le prendre parce que ça vaut... c'est E14, donc à E14, ce qu'on retrouve, c'est une femme. Il y a effectivement une femme sur la photo, mais je présume que c'est la photo sur le site web de M. Leclerc, qui est avec sa conjointe. Et il y a la petite lettre de M. Tousignan qui dit que la subvention ne sera pas donnée pour le Star Mag pré-novice de la chute. Bon. Écoutez, si ça c'est un document confidentiel, ma foi, tout est confidentiel. On a une lettre du directeur général destinée à informer le conseiller municipal qu'il n'aura pas la subvention, en fait, dont il demande à la municipalité pour le tournoi de hockey. À savoir si elle est déposée conformément à la politique en cette matière-là, ou si elle n'est pas déposée en conformité avec la politique, c'est une autre histoire. Mais le Code d'éthique, lui, l'article 4.3, contient un article sur la confidentialité. Et ce qu'il nous dit, et c'est ce qu'on reproche à M. Leclerc, c'est d'avoir utilisé Facebook pour déposer une lettre de cette nature-là. On a vu bien pire, je vous dirais, dans le monde municipal, que de déposer une telle lettre. Cela étant dit, je m'en remets au Code d'éthique 4.3, qui dit qu'il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu'après celui-ci, d'utiliser, de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. Bon, on s'entend qu'on n'est vraiment pas dans ça. C'est-à-dire que, est-ce que favoriser l'intérêt personnel de l'élu en publicisant le fait que la ville ne veut pas lui donner, pas lui, mais au Club Novice, une subvention, relève de l'intérêt personnel de l'élu? De toute évidence, la réponse, c'est non. Et lorsqu'on regarde les définitions d'intérêt personnel, évidemment, l'intérêt politique de l'élu à promouvoir sa situation, son mandat, son agenda électoral, si on veut, ne relève pas d'une contravention au Code d'éthique et à l'article 4.3. Une lettre de cette nature-là n'est pas un document confidentiel qui mérite d'être protégé. C'est une communication ordinaire, interne, entre le DG et M. Leclerc. Il apparaît qu'elle aurait peut-être été circulée aux autres membres du Conseil, mais cela étant dit, d'après moi, ça ne rencontre pas ni le critère de 4.3, ni l'objectif qui est préconisé par 4.3, c'est de ne pas t'avantager, toi, avec l'information à laquelle tu as accès du fait de ta charge publique. Donc, j'ai inséré quelques autorités qui n'ont pas trait à Facebook, il y en a peut-être, j'en ai pas trouvé, mais qui ont trait finalement au genre de situation qui implique les élus qui se font, ni plus ni moins, haranguer peut-être sur la place publique, ou insulter, ou dont on commente les gestes. Il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus qui vient nous dire que comme élu municipal, comme je pense particulièrement au maire ici, vous n'avez pas à vous offusquer vraiment, ou fondamentalement, ou formellement du fait que des gens passent des commentaires ou insinuent des choses, comme M. Leclerc le laissait insinuer sur sa page Facebook. Je lis ça, ça me paraît assez candide, je vous dirais,
à tout le moins, ça m'apparaît situé à l'extérieur de l'article 4.3 du Code d'éthique, et je vous dirais largement à l'extérieur du Code d'éthique à ce moment-là. Bon, le volet 5 de la plainte, c'est la convocation, c'est au paragraphe 27 à 29. C'est la convocation de la réunion spéciale pour la vente de la propriété à Mme Papillon. Là, écoutez, là encore, on fait beaucoup de bruit à propos d'une convocation d'une séance spéciale. Il n'y a rien dans le Code d'éthique qui supporte le fait que ce soit une activité contraire à l'éthique de tenter de convoquer tout croche ou correctement une séance spéciale du conseil municipal qui a eu lieu, soit dit en passant, pour faire voter le conseil sur un point donné. Ici, le contrat de vente d'un terrain, Mme Papillon, à un prix qui est conforme à l'évaluation municipale et qui, vous le verrez en le lisant, rencontre la politique, pas la politique, mais la politique, je vous dirais, de vendre des immeubles municipaux à des particuliers. Donc, est-ce que c'est une sorte d'insubordination par rapport aux autres élus, une sorte d'insulte qu'ils ont reçue, je ne sais pas. Ça étant dit, ils ont tenu la réunion, la vente a eu lieu, la résolution est passée, et d'accuser M. Leclerc de faire preuve d'enthousiasme ou d'indépendance, d'autonomie, ou à la limite d'être rebelle en convoquant une séance ou en tentant avec 2 autres conseillers municipaux de convoquer une séance spéciale, un peu à la pousse, un peu à la va-vite, si on veut, avec les moyens du bord, parce que manifestement, il semble que le maire ne soit pas nécessairement enclin à vouloir le faire. Il le fera, subséquemment, après avoir écrit une lettre de blâme, et les choses seront décidées et réglées, et on passera au prochain dossier. Donc, écoutez, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Au niveau de la loi sur les sociétés civiles, une entorse, peut-être? Au niveau du code d'éthique, il n'y a rien. Alors, à ce titre-là, je vous dirais que le travail de la commission, eu égard à juger de ces éléments-là, m'apparaît relativement aisé dans la mesure où la preuve qu'on a couvre des éléments, sur certains volets, 1 à 3 particulièrement, qui pourraient tomber sous l'empire du code d'éthique. Mais la preuve m'apparaît assez sobre et malheureusement pas assez claire et appuyée. Et je ne me blâme pas pour ça, vous le devinerez. Je veux dire, dans le contexte de l'audience, ce qui en ressort est assez sommaire, somme toute. Rien qui mérite, à mon avis, d'être sanctionné en vertu du code d'éthique. Pour les points 4 et 5, je pense qu'on se situe à l'extérieur du code d'éthique. On parle de Facebook, puis on parle de la convocation de la séance spéciale, et qu'à ce titre-là, la commission ne peut, à la lecture du code d'éthique, trouver un point d'appui pour sanctionner un comportement dérogatoire de la part de M. Leclerc. C'est tout ce que je dirais, à moins que vous ayez des questions particulières ou plus précises sur mes autorités, c'est tout ce que je dirais, tout simplement. Juste peut-être une question de précision pendant que vous êtes là, puis que Mme Boucher est là. Quand vous parliez, bon, que c'était un intérêt dans la transaction, donc dans un immeuble, est-ce que vous faites une distinction dans le fait que c'est pas nécessairement dans la vente en tant que telle, mais c'est sous forme de commission que M. Leclerc le revendique son argent. C'est pas dans la vente contrat, c'est plus comme un intermédiaire qui agit pour favoriser. Oui, c'est une excellente question. Je ne l'ai pas vu sous cet angle-là, je dois vous dire bien candidement. C'est une bonne question. Lorsque je lis 5.1, il dit. Permettez-moi de le prendre sur mon téléphone, là, ça va être plus rapide, puis on va lire exactement le texte. Parce que le texte est assez libéral, je vous dirais, dans sa facture. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que cet intérêt-là aurait pu survivre après oui. La transaction a échoué. Voilà.
Alors, l'article 304 ne s'applique pas dans les cas suivants. Le contrat a pour objet la vente ou la location à des conditions non préférentielles d'un immeuble. C'est très large. C'est très large. Est-ce que le courtier immobilier parce que manifestement c'est un rôle de courtier, d'intermédiaire qu'il avait, j'ai l'impression, n'étant pas l'acquéreur du terrain, ni partie à la compagnie qui l'acquérait, donc rôle de courtier, je pense que c'est le bon angle. S'il se fait élire avec un intérêt qui subsiste après l'élection, à titre de courtier, dans un contrat qui a pour objet la vente par la ville à son partenaire, manifestement, d'un immeuble, à des conditions non préférentielles, il n'est pas réputé être inhabile, dans le fond, à exercer la fonction de membre du conseil municipal. Donc, cette exception-là, c'est une excellente question, là. En fait, c'est probablement le nœud de la chose. J'ai l'impression, considérant que les règles sont interprétées en fonction du petit article qui précède, le 304 et 361, qu'il n'est pas dans une situation où il est dans un contrat, il est je pense qu'il est, je m'exprime mal, mais qu'il est dans la situation de l'exception, j'ai l'impression. Il n'est pas. Je pense qu'il se situe, excusez-moi, Oui, je vais parler français bientôt, je pense qu'il se situe... Sinon, chinois, ça va mieux. Mon chinois est meilleur. Je pense qu'il se situe... Quand je le lisais, ça, moi, en préparant l'argumentaire, le 5.1, je me suis dit, tiens donc. C'est large, cette affaire-là. Puis dans Saint-Augustin, de toute évidence, vous comprendrez que je l'utilise également de l'autre côté, je vous dirais. Là. Et je me disais, ça ne semble pas qualifier ou caractériser la nature de ton intérêt dans le contrat. Ça semble être tout intérêt dans le contrat qui a trait à la vente. Il y avait ça, lui. Il y avait ça. Je vous dis ça en québécois, là, mais dans la mesure où il l'avait effectivement, je ne vois pas pourquoi on le priverait de l'exception à un article, l'article 304, les circonstances. À moins qu'il n'y ait pas de jurisprudence, à ma connaissance, sur 305, 5.1. Donc, d'après moi, c'est la première fois, avec Saint-Augustin en décembre, qu'on va être dans l'interprétation de cet article-là. Donc, bon, écoutez, moi, je ne veux pas défendre personne ici. Là. Je serais bien content de pouvoir accaparer ou accabler M. Leclerc, hein, toujours comme avocat, donc pas ce qu'on recherche. Je fais une blague, évidemment. Aucun problème. C'est jamais le cas. Mais en lisant, je me suis dit, moi, je n'y vois pas d'assises. Je ne peux pas être plus intelligent que ça en répondre à la question. C'est une bonne question. J'ai l'impression qu'elle couvre tous les aspects de la vente d'un immeuble par la municipalité à un tiers, à un élu municipal. C'est ainsi que je vois les choses, tout le monde. D'abord, oui. Donc, vous avez terminé, c'est beau. Alors, on vous écoute, Mme Boucher.